Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Fabrice Clément, professeur à l'université de Neuchâtel et auteur de La fabrique des croyances chez l'enfant, paru récemment aux éditions Odile Jacob. Lors de notre rencontre consacrée aux forces du hasard, le docteur Patrick Clairvoy nous avait expliqué qu'il existe autant d'individus que de réalités. Nous vivons effectivement tous dans un environnement propre qui se construit autour de croyances sur le monde et sur nous-mêmes. Si nous nous construisons autour de nos croyances, comment celles-ci se construisent-elles ? Autrement dit, quand et comment apparaissent ces croyances ? Sont-elles seulement le fruit de notre raison, de notre culture ou de notre milieu familial ? Comment se fait-il que nous puissions croire à certaines croyances et restions fermés à d'autres ? Comment enfin discerner les croyances utiles de celles qui nous desservent et comment s'en défaire ? Afin de mieux comprendre nos croyances, nous recevons Fabrice Clément, professeur à l'Institut des sciences de la communication et de la cognition de l'Université de Neuchâtel. Son champ de recherche réunit les sciences sociales, l'anthropologie, la philosophie et les sciences cognitives. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Les mécanismes de la crédulité et La fabrique des croyances chez l'enfant, tous parus aux éditions Odile Jacob. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Fabrice Clément, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une croyance ? La grosse question, en fait, c'est une question qui m'a poursuivi, je dirais, depuis l'âge de mes 15 ans à peu près. Parce que ces périodes où tout d'un coup, des choses qui ont toujours été de soi pour vous, parce que vous grandissez dans un milieu où là, voilà, vous connaissez les gens, vous avez un mode de vie donné qui correspond à peu près à celui des gens qui sont autour de vous, et puis vous bougez parce que les études, voilà, vous font bouger, et puis vous tombez dans des autres univers où tout d'un coup vous apercevez que les gens, il y a des choses qui vont de soi pour eux et pas du tout pour vous, et cette espèce d'écart en fait m'a beaucoup troublé. Et la question de la définition de ce qu'est une croyance, pourquoi, comme vous le disiez tout à l'heure, des gens croient à ceci ou cela et pas moi, en fait, c'est une question qui s'avère extrêmement compliquée. Et la suite de disciplines que vous avez mentionnées en me décrivant n'est pas un choix, en fait, c'était une sorte de cheminement pour essayer de répondre à cette question, c'est quoi une croyance ? Et en fait, quand vous vous tournez vers, des spécialistes de l'anthropologie, une croyance, ça va être, c'est toujours la croyance des autres et jamais la sienne, par exemple. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les sciences sociales. On n'a pas vraiment de croyance soi-même, c'est les autres qui en ont, et souvent c'est des idées bizarres, c'est des idées exotiques qu'il faut expliquer. Mais si vous tournez vers les philosophes, vous avez quelque chose de très construit, avec un certain état mental, un contenu auquel vous accordez une certaine crédibilité, avec des probabilités, aussi chez les économistes par exemple, donc quelque chose de tout à fait différent. Et puis si vous tournez vers les historiens de la religion, vous avez encore autre chose, où là vous avez quelque chose de très valorisé, au contraire des gens plutôt des sciences sociales qui voient ça comme quelque chose de très, bas niveau, si je puis dire, c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Eh bien non, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une meilleure idée sur ce que c'est cette croyance, et le détour qui m'a paru le plus efficace, c'est le détour par l'enfant, en disant, en fait, allons voir comment les différentes manières que l'on a de tenir pour vrai quelque chose se mettent en place au fil du développement. Et du coup, on n'a plus une définition tout à fait unique. On se rend compte qu'il y a des sortes de strates de représentation qu'on tient pour vraies, certaines qui sont très primitives, qui se mettent en place un peu toutes seules, qui sont à mon avis très universelles. Et là, on serait pas forcément dans le cadre vraiment d'une subjectivité, de quelque chose de propre à chaque individu. Ce serait notre base commune, en fait, en tant qu'être humain. Et puis, par-dessus, mais on y reviendra, je pense, mais par-dessus se met cette couche de schèmes sociaux où on ne sait pas non plus très bien comment on les a acquis. On est parfois conscient, on a parfois une petite distance par rapport à ces schèmes sociaux, d'autres fois pas du tout, la plupart du temps pas du tout. Là, on va le partager avec un cercle plus restreint de personnes, parfois un cercle extrêmement restreint, qui peut parfois être la famille, le village, ou parfois ça peut être plus large. Et puis arrivent ces croyances au sens plus philosophique du terme, ces représentations réflexives auxquelles on accorde un certain degré de réalité, dont on est conscient, sur lesquelles on pense, on réfléchit, pour lesquelles on a des arguments pour considérer que oui, ça c'est vrai, ça c'est faux, mais qui, à mon avis, sont un peu le sommet d'un iceberg sur lequel repose toute une série d'autres choses qu'on tient pour vrai sans jamais y penser, en fait. Alors, à la base de nos croyances, on trouve celles qui sont fondées par des causes ou des principes naturels. Par exemple,
Alors, par exemple, c'est pas quelque chose d'extrêmement spirituel, j'allais dire, c'est plutôt dans l'approche un peu naturaliste qui s'inspire des sciences biologiques. C'est ces attentes que l'on a par rapport à notre environnement naturel, l'environnement dans lequel notre espèce a émergé, si vous voulez. Et l'idée qui est quand même assez répandue actuellement parmi tous les chercheurs en sciences de l'enfance, si on veut en psychologie du développement, c'est qu'on est équipé en fait pour acquérir un certain nombre, je dirais plutôt d'attentes que de croyances. Donc notre cerveau, qui est cette machine à prédire le futur, il est équipé pour prendre en charge certains types d'informations qui nous proviennent de l'environnement très très rapidement. Alors on ne connaît pas encore bien les mécanismes exacts qui nous permettent si rapidement, en tant que quasiment nouveau-nés, de mettre en place des attentes sur notre environnement. Mais là, les recherches sont, moi en tout cas, quand je m'y suis plongé, j'ai trouvé ça bluffant, si je puis dire. C'est que c'est des bébés qui, par exemple, vont être surpris lorsqu'on leur présente une petite séquence, un petit épisode impossible, par exemple, impossible physiquement. Vous faites tomber un objet, et puis vous vous arrangez pour que l'objet, je ne sais pas s'il y a un fil de pêche, par exemple, invisible, pour que l'objet s'arrête avant de toucher la table ou le sol. Et là, le bébé, il vous regarde, il regarde la scène longtemps, et on a vraiment presque l'impression qu'on est dans les bandes dessinées, qu'il y a des petits rouages qui tournent, en disant il y a un truc qui cloche, quoi. Mais pour être surpris, il faut bien qu'il ait anticipé ce qui allait se produire, et donc qu'il dispose d'une sorte de petite mécanique interne, une petite fabrique là, qui va générer l'état du monde à un temps t plus une seconde ou une demi-seconde. Et en fait, notre cerveau fait ça sans cesse, et cette couche de base, c'est justement ces attentes qui se mettent en place très très rapidement. Alors certains disent c'est inné, certains disent que les mécanismes d'acquisition sont innés. Il y a un grand débat parmi les spécialistes, mais pour ce qui nous intéresse ici, je dirais le point critique, c'est plutôt le débat qu'on peut avoir avec des spécialistes des sciences sociales qui ont tendance à être plus relativistes, tout est construit, etc. Et un petit peu l'argument du livre, c'est dit oui, tout est construit, on a entre nous et le monde des représentations, mais en fait, on est équipé d'une certaine façon, et notamment biologiquement équipé, pour construire les choses d'une certaine façon. Et du coup, si vous allez en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ou dans un pays très, 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 encore où il y a des gens qui vivent de façon très isolée, vous faites le coup de l'objet qui tombe et qui s'arrête dans le vide, le bébé va être surpris. Voilà, c'est un petit peu cette idée de l'universel dans les mécanismes de base, en fait, d'appréhension du monde. D'accord. Donc, vous faites effectivement des différences entre les croyances implicites, réflexives, dont vous aviez parlé tout à l'heure, et symboliques. Quelles sont les différences que vous pourriez nous remettre en perspective, ces différents niveaux de croyances ? Alors, tout au sommet de cette pyramide des représentations que l'on tient pour vraies, en étant conscient, donc en ayant dans son petit théâtre intérieur, ces espèces de petites scènes où on dit oui, c'est comme ça que les choses se sont passées, c'est comme ça qu'elles vont se passer, ça, j'y accorde un certain crédit, etc. Donc, toutes ces croyances, aussi bien symboliques que réflexives, si vous voulez, une croyance simple, c'est, je sais pas, vous regardez à l'extérieur, vous voyez des nuages noirs, etc. Le soir, vous savez que vous devez marcher 20 minutes. Vous dites, je crois qu'il va pleuvoir ce soir, je prends mon parapluie. Ça, c'est l'exemple le plus basique, le plus typique d'une croyance réflexive que vous fabriquez vous-même à partir de données de votre environnement. Alors, là, vous l'avez fait vous-même. En gros, vous possédez toute la mécanique interne, si vous voulez, qui vous permet de générer cette attente par rapport à votre environnement. Par contre, dans les croyances symboliques, et ça, c'est l'anthropologue Dan Sperber qui m'avait beaucoup marqué sur cet aspect, qu'il avait mis en avant, c'est des croyances qui sont à moitié comprises. Donc, en fait, ce que vous croyez, c'est moins à un certain contenu que vous pourriez vous représenter de façon assez claire, autour duquel vous pourriez tourner comme un hologramme, on dit est-ce que c'est vraiment comme ça, c'est pas comme ça. Ce à quoi vous accordez du crédit, c'est à un énoncé qui vous a été proposé par une personne dans laquelle vous avez une grande confiance ou une personne qui a une grande autorité. Donc, ce que vous allez croire, c'est que ce que cette personne vous dit est vrai, sans être forcément en mesure d'ouvrir cette boîte un petit peu pour comprendre totalement ce que la personne vous dit. Mais souvent, ça vous parle, comme on dit parfois, ça évoque des souvenirs, des sensations, ça vous donne des impressions d'un sens caché, ça vous donne l'impression que vous allez pouvoir comprendre plus de choses, que vous allez être mieux, etc., etc. Et en fait, on est obligé d'avoir un certain nombre de ces représentations, enfin, d'abandonner notre mainmise intellectuelle totale sur nos représentations, c'est de toute façon impossible. Et parmi toutes ces représentations, il y a notamment des représentations de type scientifique. L'exemple classique, c'est la formule d'Einstein sur l'énergie.
très peu de gens la comprennent, mais tout le monde pense que c'est vrai. Enfin, la plupart des gens pensent que ça doit être vrai, quoi. C'est quelque chose qui... mais on n'y a pas accès totalement. Donc, on doit remettre, si vous voulez, notre autorité là sur quelqu'un d'autre. Et en fait, cette remise de son autorité épistémique sur une autre personne, c'est un petit peu le problème qu'on a maintenant avec une perte de confiance dans les institutions scientifiques, puisqu'on a de plus en plus de peine à admettre, sans autre forme de procès, si je puis dire, que les informations qui nous sont proposées par des instances auxquelles on a eu confiance pendant très longtemps en tant que société, sont vraies. Et aujourd'hui, on a toutes ces questions autour de théorie de la conspiration et d'autres qui, en grande partie, relèvent de cette perte de confiance dans les autorités. Donc, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de se reposer sur l'autorité et l'expertise des autres. Mais pour ça, il faut leur faire confiance, parce qu'autrement, on n'est jamais totalement sûr que ce qui nous est raconté est vrai et que l'on peut y accorder un crédit total, baser ses décisions, baser son avenir sur ce qui nous est dit, quoi. Alors, on va revenir plus tard sur les questions liées effectivement aux croyances et au complotisme, par exemple. Vous avancez au début de votre livre qu'à l'âge de 4 ans, il se produit une révolution cognitive chez l'enfant en termes de croyances. Qu'est-ce qui se passe exactement à 4 ans chez un enfant ? Oui, c'est bien, vous avez bien regardé le livre, parce que pour moi, ça a été vraiment une sorte de manière de se faire rencontrer ces deux grands domaines d'intérêt, l'anthropologie culturelle un petit peu classique, avec comment les peuples des différentes parties du monde se représentent le monde, font sens de leur présence dans ce monde, etc., etc. Et puis les découvertes de la psychologie du développement, puisque quelque chose le livre part un peu sur cette impression et cette espèce d'angoisse qui, à mon avis, existe chez chaque être humain, que, en fait, on pourrait être dans un monde d'illusions. Et certains films ont beaucoup joué là-dessus, ou The Truman Show, où en fait on crée autour d'un personnage tout un univers totalement inventé, artificiel, pour lui, pour être filmé, pour être montré aux autres. Et moi, j'ai le sentiment que, alors c'est pas tous les jours et c'est pas systématiquement, mais qu'on a tous eu cette espèce de moment où on se dit, mais dans le fond, est-ce que cette idée, cette représentation que j'ai du monde, est-ce que ça touche vraiment quelque chose de réel, de concret ? Et en fait, cette expérience, elle est vécue par, je dirais, la plupart des enfants autour de l'âge des 4 ans. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de la théorie de l'esprit, qui est cette conception du monde dans lequel, tout d'un coup, on se rend compte que autrui et soi-même, mais en particulier autrui, n'a pas forcément les mêmes représentations du monde que les nôtres. Et donc, il y a une expérience qui est classique, qui a été faite des milliers de fois. Je l'ai faite moi-même des centaines de fois et je suis toujours très surpris du résultat, qui s'appelle la tâche de la fausse croyance, où vous avez une petite scénette, par exemple, où vous avez 2 petites filles qui sont en train de jouer. Une des petites filles, appelons-la Sally, range son jouet dans une malle, par exemple, puis sort de la pièce. Sa sœur Anne, pendant qu'elle est toute seule, prend l'objet, le déplace, mettons, dans un panier. Je sais plus où j'ai mis le premier objet, mais enfin, le déplace dans un autre endroit. Et puis, elle s'en va. Et on voit la première, la petite qui rentre, qui veut chercher son jouet. Et on demande là à l'enfant, d'après toi, où est-ce qu'elle va aller chercher l'objet ? Et là, c'est très frappant, tous les enfants, franchement, je crois que j'ai pas eu une exception, de 3 ans, vous disent que la petite fille va aller chercher l'objet là où il est et pas là où elle l'a mis. Donc ils ont updaté, si je puis dire, ils ont mis à jour toutes les représentations de tous les participants de la scène, y compris d'eux-mêmes, sur le même niveau. Donc tout le monde se représente la scène de la même façon. Et tout d'un coup, vers 4 ans, il y a là encore quelque chose dont on ignore exactement le mécanisme, mais les enfants se disent « Ah bah non !» Elle l'a pas vu. Elle n'a pas vu que l'objet a été déplacé. Donc, elle, dans sa tête, dans son monde à elle, intérieur, l'objet, il est là où elle l'a mis, puisqu'elle n'a pas pu prendre connaissance du déplacement de l'objet. Donc, elle a une fausse croyance, si vous voulez. Et il y a ce gap, cet écart, tout d'un coup, qui se met en évidence pour l'enfant entre la manière dont lui perçoit le monde, les autres perçoivent le monde, et le monde lui-même. Et c'est un peu vertigineux. Si j'allais faire une thèse plutôt philosophique sur l'existentialisme, à mon avis, il y a quelque chose qui s'ouvre là, de vertigineux. Puis tout d'un coup, il y a cette espèce de doute qu'en fait, on est vraiment en contact réel, qu'on est collé, comme peuvent l'être les enfants à 3 ans. J'appelle ça la théorie Velcro, qu'on est collé au monde, que les représentations et le monde, c'est une chose et une seule, que voilà, il n'y a pas de différence. Ouais. Ça fait qu'un. Et tout d'un coup, non, quoi. Et quelles sont les conséquences de tout ça ? C'est un petit peu la question qu'on se pose encore aujourd'hui en tant qu'adulte, quoi.
Donc à partir de 4 ans, on rentre dans le monde des interprétations. Oui, et des versions du monde, des versions multiples. Alors je sais pas si vous avez observé ou vécu ces scènes où vous avez des enfants de 2 ans et demi comme ça qui jouent à cache-cache, c'est toujours hilarant, quoi. Et on les voit, ils se mettent cachés derrière une toute petite colonne, tout le monde les voit, quoi. Mais eux, ils ne voient plus leur père, par exemple, qui est en train de les chercher, et puis ils leur disent « Je suis prêt, tu peux commencer ». Et enfin, tout le monde le voit, quoi. C'est vraiment impressionnant. Mais il n'y a pas encore, justement, cette dissociation entre voilà ce que les autres voient du monde et ce que moi je vois du monde. Et en fait, c'est pas forcément la même chose, quoi. Alors, ceci dit, on n'est pas toujours très bon en tant qu'adulte, hein. C'est une des choses sur lesquelles j'insiste souvent, mais il suffit de se rappeler de toutes les erreurs qu'on a fait en offrant un cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire en étant absolument persuadé que la personne allait l'adorer, puis en fait, non, pas du tout, quoi. On n'est pas si bon que ça. Enfin, c'est très compliqué comme exercice. Alors l'idée que l'enfant soit un tableau vierge ou une éponge qui s'imprègne des croyances de son environnement est remis en question. Pourquoi ? Alors ça, c'est une thèse justement que moi, comme jeune étudiant en anthropologie, sociologie, avons un peu avalé comme ça, comme des éponges, là c'est le cas de le dire, parce qu'il y avait cette idée justement d'absorption d'une culture de façon directe, sans critique, si je puis dire, au sens très très basique du terme. Et en fait, cette théorie est très problématique d'un point de vue, cette fois-ci, naturaliste. Si on se dit, bah tiens, on est une espèce naturelle aussi. Si vraiment on avait cette propension à accepter tout ce qu'on nous dit, ça poserait quand même un certain nombre de problèmes, hein. C'est un petit peu ces questions que j'avais essayé de développer dans les mécanismes de la crédulité. C'est-à-dire, en fait, dans le fond, on ne peut pas être fondamentalement des êtres crédules de part en part, parce que les conséquences en termes adaptatifs seraient catastrophiques. Et là, l'idée était de se dire, alors d'un point de vue théorique, ça faisait pour moi peu de sens. Et donc, la question, c'est de se dire, bon, bah alors si on a raison, les jeunes enfants qui sont préparés à rentrer dans notre environnement naturel et socio-culturel, eh bien, ils ne devraient pas tout accepter, ils ne devraient pas être des éponges. Et donc, c'était le détour par la psychologie du développement et le monde de l'expérience, en fait, il est dû à cette espèce de volonté de prouver qu'effectivement, ils n'étaient pas des éponges. Donc, un long détour de 12 ou 15 ans par la psychologie du développement, juste pour prouver ça. Mais en fait, ça a été une découverte assez extraordinaire d'un milieu où il y a énormément de chercheurs et de chercheuses passionnants et passionnantes qui sont souvent des gens très calés en philo. Et en fait, parce que tout ça, c'est de la philosophie. C'est des questions, comment est-ce qu'on prend connaissance du monde, comment est-ce qu'on se forme nos croyances, etc. C'est des questions profondément philosophiques. Et là, en fait, en suivant le développement de l'enfant, on s'aperçoit qu'effectivement, les enfants trient quand même très rapidement l'information. Alors, ils ne le font pas, encore une fois, de façon systématiquement consciente et réflexive, mais ils ont toute une série d'indices sur lesquels ils vont jouer. Et beaucoup des travaux que j'ai faits avec mes collègues ces dernières années, c'est essayer de mettre en évidence ces indices, donc de trouver des scénarios tout simples, où on fait jouer en fait 2 sources d'informations l'une contre l'autre. Et puis ensuite, vous faites varier toute une série de propriétés, la hiérarchie, la bienveillance, la compétence, le fait d'être sûr de soi, pas sûr de soi, etc., pour voir un tout petit peu comment, dans le fond, aussi nous, en tant qu'adultes, on gère cette question très compliquée de la confiance. Et en fait, on est équipé de toute une série de micro-détecteurs. Et puis, lorsque vous êtes en situation d'interaction, la plupart du temps, ces détecteurs fonctionnent assez bien. Et puis, il y a des cas où ça marche nettement moins bien. Notamment, il se trouve que ces détecteurs se sont mis en place, si on a raison, s'il s'agit d'une sorte de cadeau de mère nature. Ces détecteurs, ils se sont mis en place chez nos ancêtres fort lointains, il y a des centaines de milliers d'années, dans des environnements qui ont plus grand-chose à voir avec l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre croyance et intuition ? Alors, dans le bouquin, moi, je dis que oui. En fait, si on vivait dans un monde où on pourrait redéfinir et refaire du vocabulaire à merci, j'aurais pas tellement envie d'appeler ces croyances premières des jeunes enfants des croyances. J'aurais envie de garder dans un vocabulaire parfait comme ça. J'aurais envie de garder ça pour les croyances réflexives. Parce que juste, à la limite, j'aurais envie de dire qu'un enfant de moins de 3 ans n'a pas de croyances. Mais bon, c'est un petit peu compliqué quand même parce il y a plein de manières de décrire le fonctionnement des enfants. Quand on les entend parler, on se rend bien compte qu'ils utilisent ce terme et qu'ils le maîtrisent déjà partiellement. Enfin, ce terme rend trop de service pour qu'on puisse s'en débarrasser totalement.
Mais j'aurais plutôt envie d'appeler ça des intuitions, d'une certaine façon. C'est vraiment cette fabrique des croyances. Elle fonctionne de manière automatique. Et elle produit ce genre d'attentes qui sont de l'ordre d'une forme d'intuition, si on veut. Alors, pas forcément au sens très mystique, mais simplement, les choses, elles vont aller comme ça. Ça va, pourquoi elles iraient autrement, quoi? Il y a vraiment, par défaut, si vous voulez, l'état du monde au temps T plus 1, 2, 3, il sera comme ça, quoi. C'est comme ça qu'on est fabriqué et comme ça que notre cerveau, en fast-forward, il va projeter la succession des événements. Donc, c'est pas une croyance au sens où on n'a pas de distance par rapport à ça. Il n'y a pas de doute possible. On est plutôt dans l'ordre d'une certitude, d'un allant de soi, quoi. Et puis les croyances, en tout cas dans le terme un peu plus contrôlé, si je puis dire, j'ai envie de dire, c'est quand même ces situations où on a ce petit gap, ce petit espace. On n'est pas totalement sûr, quoi. Il y a un truc un petit peu particulier qui se passe là. Et là, on est plus de l'ordre du pari. Ah là, je te parie 1000 balles qu'il va pleuvoir demain, par exemple. C'est un peu la croyance paradigmatique pour moi, au sens croyance réflexive que l'on fabrique soi-même, par rapport à laquelle on a une certaine distance, que l'on peut remettre en question, qu'on peut changer, etc. Quel rôle jouent les émotions dans la fabrique de nos croyances? Sont-elles aussi importantes que l'environnement? Alors, ce que j'essaie de proposer, c'est une série de filtres, en fait, qui sont une manière de regrouper un petit peu ces raccourcis que l'on a dans notre fabrique de croyances, pour arriver à quand même disposer d'un certain nombre d'attentes et de représentations qui nous permettent de nous en sortir au quotidien. Et parmi ces filtres, effectivement, le filtre émotionnel est absolument central. Alors c'est quelque chose qui a été étonnamment, je dirais, laissé de côté longtemps par les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est cet ensemble de sciences un peu disparates qui ont en commun cette focalisation sur le traitement de l'information. C'est des sciences qui sont héritées des débuts de l'ordinateur. On est fasciné par comment l'information est traitée par ces formidables machines que sont les ordinateurs. Et dans le fond, notre cerveau a longtemps été vu comme une sorte de machine formidable qui traite de l'information. Et en fait, les émotions ont longtemps été laissées un peu dans l'ombre, jusqu'à ce que de plus en plus de gens se disent non, mais en fait, si on veut vraiment être naturaliste, si on veut s'appuyer sur la biologie, les émotions, elles sont absolument centrales parce que elles sont en train d'évaluer en continu la situation, donc ce que l'on est en train de se fabriquer comme image du monde. Eh bien, ça va déclencher un certain nombre de réactions affectives qui nous disent en gros si ce qui est en train de se passer autour de soi est désirable, catastrophique, s'il faut fuir, s'il faut rester, etc. Et donc, les émotions, en fait, jouent un rôle essentiel, non seulement dans le comportement, je dirais, moteur extérieur, mais également dans le comportement intérieur de nos pensées. Nos pensées, elles ont besoin de motivation pour se poursuivre. On a des cas où tout d'un coup, on pense à autre chose parce qu'il y a quelque chose qui nous gêne fondamentalement. Et en fait, il y a des mécanismes là de bas niveau, alors ça renvoie à des mécanismes même de dopamine et autres, qui déterminent par cette évaluation constante des effets de ce que l'on est en train de vivre sur notre bien-être, qui vont déterminer une sorte de chimie interne qui vont faire que, en gros, vous allez avoir du carburant pour poursuivre une pensée, ou au contraire, ce carburant, tout d'un coup, étrangement, va se mettre à manquer, et une pensée va tout d'un coup s'évanouir, et on va tout d'un coup être fasciné par tout à fait autre chose qui nous éloigne de ce type de pensée. Donc des mécanismes qui ne sont pas si éloignés de ce que les psychanalystes ont longtemps décrit, si vous voulez, mais c'est une fabrique, donc il n'y a pas forcément d'entités comme des surmoi ou des choses comme ça, même si on peut le décrire métaphoriquement de cette façon. C'est plutôt des sortes de marqueurs expérientiels, des marqueurs qu'on appelle parfois somatiques, qui vont se déclencher et qui vont, avant même que vous ayez le temps de vous représenter carrément, disons, un certain contenu de pensée, vont faire surgir des sentiments de malaise, parce que, en gros, votre organisme, il sait déjà que si vous allez au bout de cette pensée, vous n'allez pas être bien, quoi. Et en fait, par des mécanismes de feedback, vont faire que l'activité, tout d'un coup, va commencer à diminuer. Et au contraire, l'attention va se porter sur d'autres aspects de votre environnement pour que vous n'ayez plus à penser à ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il y a des situations où on ne peut pas faire autrement. Il y a des situations où peut-être qu'il vaudrait mieux prendre la réalité de pleine face, mais c'est presque impossible à le dire comme ça. En tout cas, en tant que sujet pris dans cette espèce de mélasse, c'est vraiment très très difficile de se dire non, là, tu te fais avoir par tes mécanismes, prends un pas de recul, sois courageux, etc. Mais encore une fois, là, par rapport à ces réactions, il y a une évaluation.
Même la réaction qu'on va avoir par rapport à ce type de phénomène, par exemple réaction de rejet, de penser à autre chose, de se divertir, etc., elle va être évaluée par rapport à des valeurs, en fait. Et si vous grandissez dans un environnement où, je sais pas, la quête intellectuelle est plus forte que tout, et même à la limite plus forte que le bonheur, quoi, eh bien, cette valeur-là, elle va être tellement forte que vous allez aller jusqu'au bout. Et puis, peut-être que vous allez finir extrêmement déprimé et que votre vie va être malheureuse. Donc, là, on n'a pas scientifiquement, en tout cas, il n'y a pas de solution optimale pour ce genre de situation. Alors, comment expliquez-vous que certaines personnes arrivent à se détacher de leurs croyances, alors que d'autres ont beaucoup plus de mal? Et est-ce qu'on peut changer volontairement sur une décision ses croyances? Voilà, c'est une bonne question. D'ailleurs, comment décrire le processus? Est-ce qu'il faut le souhaiter, d'ailleurs? On pourrait se poser la question. Peut-être que, dans le fond, à partir du moment où vous avez une sorte d'équilibre, que vous n'êtes pas le seul dans votre coin, mais que vous partagez une certaine folie à plusieurs dans un groupe et que les choses se déroulent plus ou moins confortablement, il n'y a pas, même si vous êtes dans le faux, je pense notamment, c'est une chose qui m'avait pas mal intéressé, dont je parle un tout petit peu aussi dans le livre, certaines sectes. Imaginons une secte qui a vraiment, donc les leaders ont vraiment le bien-être de leurs membres en tête. Hein. Ça, je vous vois sourire, ce que les auditeurs peuvent pas voir, mais effectivement, il y en a pas des tonnes dans l'histoire. Non, mais ils peuvent être eux-mêmes convaincus effectivement par leur histoire et remplis de belles intentions. Même si derrière, effectivement, le diable se cache dans les détails. Oui, c'est exactement ça. C'est que le détail, c'est que il faudrait non seulement que cette personne soit bienveillante, mais qu'elle soit extrêmement compétente et qu'elle crée une sorte d'écosystème qui fait que la plupart des gens puissent s'adapter à leur environnement sur une longue période de temps. Et en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que ces sectes développent quand même un certain nombre de théories extrêmement bizarroïdes qui s'éloignent peu à peu des nécessités du réel. Et ça tourne presque toujours à la catastrophe parce qu'au bout d'un moment, il y a de telles inadaptations avec le milieu. Et puis, les gens s'en rendent compte, donc il faut devenir de plus en plus autoritaire, il faut faire travailler, pas dormir. Enfin, on connaît un petit peu le fonctionnement des sectes et ça tourne très très mal. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pavé de bonnes intentions, voilà. Oui. Alors là, les intentions, même, elles sont pas toujours non plus très bonnes. Enfin bon. Donc, est-ce qu'on a toujours cette nécessité de sortir de cette espèce de système de croyance dans lequel on est? C'est pas évident parce que on a l'impression justement souvent, quand on parle de croyances, et c'est particulièrement le cas dans les sciences sociales, les croyances, c'est les croyances des autres. Si vous lisez la littérature en anthropologie, en sociologie, en anthropologie, ça sera les gens très exotiques. Alors, c'est des croyances irrationnelles ou apparemment irrationnelles qui ont fasciné les Occidentaux pendant très très longtemps. Et puis, du côté des sciences sociales, de la sociologie, ça sera les classes populaires, mais comment peuvent-elles être si stupides? Enfin, c'est terrible, parce qu'il y a cette espèce de distance par rapport à un monde. Alors, les anthropologues en sont revenus. Les sociologues, je suis pas toujours convaincu quand on voit les discours qu'ils ont parfois sur, je sais pas, les gilets jaunes ou autres. Il y a cette espèce de distance sociale qui fait qu'une forme de vie reste opaque et qu'on a tendance à considérer que la manière dont les gens adhèrent à leur monde, ce monde que l'on voit à distance, c'est, en fait, on a affaire à des croyances réflexives et que les gens ont des contenus précis auxquels ils adhèrent à chacune des parties, etc., etc. Alors qu'en fait, on est la plupart du temps dans des croyances justement symboliques auxquelles les gens n'adhèrent pas totalement, dont les gens s'inspirent, mais sans forcément être prêts à parier, je ne sais quoi, pour ces contenus, etc. Donc on est dans des situations souvent beaucoup plus complexes, avec beaucoup plus de flou. Et on a envie toujours, en tant que chercheur, qu'intellectuel, que politicien, en regardant de haut comme ça ces populations, on dit mais comment on pouvait rester dans ce monde d'obscurantistes, etc. Bon, alors ça c'est la première question. Est-ce qu'il faut vraiment vouloir toujours changer? Est-ce qu'on peut changer? Oui, il y a des situations où les gens changent leur vision du monde et se rendent compte que ça change pas forcément tout parfois. Des fois, les gens ont beaucoup de peine, résistent en fait à un changement en se disant mais j'arriverai pas du tout à m'adapter, ça va être quelque chose je vais être perdu. On trouve un petit peu ça maintenant sur les changements sociétaux qui seraient nécessaires pour l'ère, je sais pas comment on pourrait l'appeler, post-anthropocène. Enfin, on sent qu'on va devoir changer, qu'on va avoir changé de mode de vie et on a l'impression qu'on va perdre quelque chose qui nous rend heureux, quoi. Mais en fait, on n'a pas totalement fait l'expérience même en imagination, et je suis le premier à m'envoyer la pierre, de quel pourrait être cet autre monde où on consomme moins de façon beaucoup plus respectueuse, etc. Et là, c'est plutôt, je dirais, les artistes qui essaient de nous aider en créant
ces espèces d'imaginaires dans lesquels on peut petit à petit se plonger, parce qu'on n'est pas vraiment bien équipés, nous avec nos petites attentes là, intuitives, sociales, nos croyances réflexives, on n'a pas forcément cette capacité imaginative de pouvoir se projeter dans ces récits potentiels de formes de vie différentes, qui en fait, peut-être on s'en apercevrait très vite une fois si on arrivait en fait à faire ce pas, sont beaucoup plus enrichissantes, etc., que d'autres. Alors tous les milieux alternatifs sont en train de tenter ça aujourd'hui, et c'est un peu un espoir. Donc se dire que parfois on a l'impression que on a un système, on est plongé dans une forme de vie, comme j'aime bien le dire, qui nous rend ce que l'on est, qu'on pourrait pas changer, et qui, d'une certaine façon, entraînerait notre perte, alors qu'il y a un tout petit pas de côté qui en fait change tout. Où on se trouve tout d'un coup beaucoup mieux, en ayant soi-disant perdu quelque chose, mais en gagnant énormément d'autres choses. Donc là, je pense que les écrivains, je pense des gens comme Alain Damasio qui sont en train d'imaginer des projets de vie, mais très concrets, qui créent des communautés en disant essayez, venez, testez, regardez ce que ça donne de vivre avec moins de déplacements en voiture, en avion, en ayant d'autres formes d'alimentation, etc. Vous verrez, c'est sympa. Alors moi, j'ai bien envie d'aller voir, j'ai bien envie d'aller tester. Alors, vous consacrez un chapitre sur le fait de se mentir à soi-même et vous expliquez effectivement ce qui se passe dans l'esprit pour en arriver là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est un modèle. Hein, ouais. Oui, en fait, c'est un vieux problème philosophique, quoi. C'est qu'a priori, si vous voulez, de nouveau, si on reste à cette description très réflexive des choses, très logique, très intellectualiste des choses, on ne peut pas se mentir à soi-même. C'est par définition impossible, parce que lorsque vous mentez à quelqu'un, eh bien, c'est une autre personne qui a d'autres, justement, représentations du monde, et puis vous allez essayer de faire en sorte que ces représentations à cette personne soient modifiées, mais vous gardez les vôtres. Et dans le mensonge à soi-même, vous devenez cette autre personne que vous essayez de tromper. Et c'est logiquement impossible, parce que lorsque vous imaginez la stratégie pour vous tromper vous-même, vous êtes vous-même en train de vous rendre compte que vous êtes en train de vous tromper, et donc ça va pas marcher, quoi. Et les philosophes se sont vraiment tapés longtemps la tête pour essayer d'imaginer, mais qu'est-ce qui se passe, que l'esprit est scindé et séparé, il y a des entités différentes qui combattent les unes contre les autres, etc. Et en fait, les mécanismes que j'essaie d'expliquer avec mes collègues sur justement ce qu'on appelle en anglais la self-deception, c'est probablement quelque chose qui a à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, ces marqueurs somatiques. C'est quelque chose qui se passe en deçà même de la pensée consciente. Donc il y a quelque chose qui se passe, d'une évaluation en fait des conséquences qu'une certaine pensée, par exemple, pourrait avoir, qui déclenche une réaction somatique. On se sent pas très bien. Enfin, l'organisme le signale par ce fameux nerf vagal qui fait remonter les informations. On a des centaines de milliers de neurones qui sont disposés autour de notre intestin, notre ventre. Enfin, toutes ces sensations corporelles que l'on a, elles reposent elles aussi sur une mécanique neuronale. 200 000 neurones dans l'intestin, c'est incroyable. Et en fait, ces informations, elles circulent aussi avec le corps, si on veut. Et donc, ces sensations, ces sentiments vont, d'après Antonio Damasio, un autre Damasio, décidément, aujourd'hui, ils sont à l'honneur, vont en fait réveiller le pré-souvenir. Donc, on n'est pas là très loin de nouveau de la psychanalyse. Il y a quelque chose de l'ordre d'une anticipation un peu catastrophique qui a été déjà plus ou moins vécue dans le passé. Et la réaction là, qui est une réaction de très bas niveau, parce que notre cerveau est constitué de couches successives évolutives, et vous pouvez pas oublier les anciennes couches. La nouvelle couche se construit toujours sur une ancienne couche. Et en fait, les mécanismes de base, c'est ce qui est douloureux, vous l'évitez, et ce qui vous donne du plaisir, vous avez plutôt tendance à continuer ou à réaliser le comportement qui va vous continuer à vous amener ce plaisir. Donc à partir du moment où vous avez un comportement même mental qui commence à générer de l'inconfort et du déplaisir, voire une sorte de pré-douleur, eh bien, il y a toutes les chances, si vous voulez, qu'il y a un mécanisme de fermeture, en fait. C'est comme vous allez fermer le robinet de votre alimentation en gasoline, là, et votre activité mentale va s'effondrer, va diminuer. Et je pense que c'est là que ça se joue, en fait. Alors, c'est des métaphores un peu mécanique, mais bon, c'est une fabrique à croyances. Donc, l'attribution, si vous voulez, de motivation, d'énergie pour effectuer certaines tâches cognitives, imaginatives ou physiques au détriment d'autres, qui se jouent dans ce calcul d'attribution, d'attention, d'énergie, de motivation, justement, à poursuivre un certain type de pensée, un certain type d'activité. Donc, je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est quelque chose d'assez mécanique, en fait. On est fabriqué comme ça, c'est le cas de le dire, pour, dans le fond, jouer sur ce plaisir et ce déplaisir
qui, dans la plupart des situations, sont des bons indicateurs de quelque chose qui est bon ou mauvais pour nous. Si on prend de nouveau sur une longue perspective, sur des centaines de milliers d'années, ça marche assez bien. Et puis, il y a des cas où ça peut nous fermer les yeux sur des choses qui, en fait, devraient être vues. Et encore une fois, si je reviens sur cette crise climatique, on est très mal équipé pour ce genre de phénomènes, parce que c'est des phénomènes qui sont de moins en moins lointains, mais tout de même qui sont très loin dans le futur, très abstraits dans la plupart du temps. Je dis souvent, ce qu'il faudrait faire, c'est teindre les fumées de combustion des gros SUV en noir pour que, quand ils passent dans la rue, tout le monde voit l'effet que ça a sur l'environnement. Mais là, ça se voit pas. Et donc, c'est des choses qui sont difficiles à lancer notre processus imaginatif et à se dire, ouh là là, là, on va dans le mur, là, on va vers du meilleur, etc. Donc, il y a des cas où, pour revenir à votre question, comment on fait pour changer les croyances, il y a des cas où on devrait les changer, ou du moins, on devrait essayer de les prendre à bras-le-corps et se dire, bon, là, peut-être qu'on est dans la fausse route. Puis d'autres cas où, visiblement, ça amène pas forcément à un mieux-être. Donc là, en tant que observateur de cette fabrique, c'est très difficile de donner des conseils. C'est vraiment... La perspective que je propose ici est donc résolument naturaliste, dans le sens où on va s'efforcer de n'utiliser dans nos analyses que des concepts et des principes compatibles avec ceux des sciences de la nature. Cette voie ne remet pas en question l'idée selon laquelle nos visions du monde sont socialement construites. En effet, il est difficile de remettre en question que ce qui paraissait aller de soi à un empereur romain ou à un marchand d'esclaves du XVIIIe siècle ne va, heureusement, plus de soi pour la grande majorité des citoyens du XXIe siècle. Pourtant, il faut bien que ces constructions sociales s'ancrent dans un élément physique, un corps, un cerveau, un bâtiment, une œuvre d'art, etc., qui leur donne le pouvoir d'exister. Dans les pages qui vont suivre, je vais donc tenter de rester aussi fidèle que possible à ce défi naturaliste en déployant les fondements naturels, biologiques, neurologiques, psychologiques, qui permettent à notre espèce de tisser des systèmes de représentation du monde aussi divers que complexes. Notre point de départ est donc le suivant. Ce qui nous semble vrai, crédible ou irréfutable doit bien reposer sur une sorte de machinerie psychologique et sociale, une fabrique à croyances. Alors Fabrice Clément, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Je trouvais qu'il résumait bien un petit peu le pari que je me suis lancé il y a des années de cela, en venant d'une formation très classique en sciences sociales, anthropologie, sociologie, en découvrant certaines difficultés conceptuelles, je dirais, justement par rapport à la notion de croyance, la manière dont les anthropologues, par exemple, les sociologues, utiliser cette notion ne paraissait pas tout à fait satisfaisante, et donc en faisant un détour par la philosophie d'abord, en disant alors de quoi on parle, etc., donc en faisant une thèse en philosophie, et puis en disant en fait il y a une manière aujourd'hui de faire de la philosophie qui s'appuie sur les sciences, qui prend au sérieux les découvertes des sciences, et qui permettent peut-être de faire un tout petit peu avancer le questionnement sur des objets qui restent des énigmes, on a l'impression un peu irréductible pour une approche philosophique classique. Donc, une sorte de grand détour par rapport à cette question de base, cette insatisfaction, avec cette approche qu'on appelle parfois naturaliste, qui n'est pas de naturaliser les phénomènes sociaux, c'est pas de dire que les inégalités sociales sont naturelles, c'est souvent on nous accuse de ce type de raccourci. Non, c'est pas du tout l'idée, au contraire, c'est de se dire que si on veut agir, si on veut réduire, par exemple, ces inégalités, il faut essayer de comprendre les mécanismes qui font qu'elles ont pu perdurer aussi longtemps. Donc, de mieux comprendre, en fait, ces processus de bas niveau dans lesquels on est souvent embourbé pour essayer aussi de faire changer les choses. Donc, c'est plutôt une approche, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais en tout cas, idéalement révolutionnaire, en disant non, arrêtons d'ignorer, en fait, ces contraintes dans lesquelles on est pris, et essayons de mieux les comprendre pour un peu comme au l'aïkido, faire trébucher l'adversaire, mais en s'appuyant sur ces contraintes. Alors, comment on parlait des fake news tout à l'heure et du complotisme ? Comment expliquez-vous le succès de ces
propositions. On sait pas exactement comment les appeler. C'est pas mal trouvé, proposition. C'est pas mal trouvé. Bon, c'est un problème assez... dans le livre, je l'évoque juste, parce que j'avais pas tellement envie. Il y a énormément d'ouvrages qui sont sortis ces dernières années sur cette thématique, mais quand même, il me semblait que les mécanismes de base, et en particulier un de ces filtres, parmi les 3 filtres que je propose, joue un rôle assez crucial, c'est le filtre social. Et on en parlait un tout petit peu aussi au préalable. On ne peut pas acquérir par soi-même, et ça, c'est pas quelque chose de récent, ça fait partie de notre, j'ai envie de dire, de notre biologie. On est des organismes qui nécessitent un temps de maturation extraordinairement long. On est inopérationnel pendant des années, et beaucoup de biologistes pensent aujourd'hui que c'est peut-être une des spécificités les plus importantes de notre espèce, qui a rendu nécessaire d'autres types d'adaptation, de coopération, dans des groupes, de protection des plus jeunes, etc. Donc on a besoin de cette période de maturation extrêmement longue. On est, contrairement aussi à ce qu'on pense souvent, très peu innovatif en tant qu'individu. C'est un peu une des choses un peu difficiles à avaler dans le livre qui a été développé par d'autres, mais on a fait aussi un certain nombre d'expériences qui montrent que dans certains contextes, des jeunes êtres humains sont moins innovatifs que des corbeaux, des corneilles, par exemple. Par contre, on est des imitateurs de génie, quoi. Il suffit qu'on voit quelqu'un faire une opération qui conduise à un succès et paf. Donc alors ça, pour adopter les bonnes solutions des autres, il y a pas mieux que nous. Donc notre spécialité, c'est de profiter d'un bon truc élaboré par autrui et de le mettre dans sa boîte à outils pour s'en servir par la suite. Et donc on a dans énormément de situations, on n'a pas accès directement, on n'a pas élaboré soi-même une solution, on n'a pas élaboré soi-même une représentation, on s'est appuyé sur quelqu'un d'autre pour mettre en place cette croyance, si on veut. Et du coup, il y a toujours ce risque de se dire, l'autre, peut-être qu'il n'avait pas raison, ou peut-être qu'il voulait me tromper, etc. Et donc, dans les sociétés traditionnelles, c'est assez facile, si je puis dire, de vérifier la fiabilité d'une personne. Vous la voyez au quotidien, vous savez un petit peu comment elle se comporte, si elle est plutôt bienveillante, si elle est compétente, si elle vous donne des conseils sur le jardinage et puis son jardin et dans jachère, vous n'allez pas l'écouter, etc. Mais dans les sociétés complexes, c'est très compliqué, en fait, à savoir si les gens sont vraiment compétents, si vous veulent vraiment du bien. Et donc, on a eu, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais on a eu, pendant une longue période de notre histoire, en tout cas occidentale, la chance de ne pas avoir trop ce problème de confiance dans les autorités. Bon, il y a eu des crises à multiples reprises, mais quand même, il y a aussi eu une sorte d'association entre le monde politique, le monde religieux, les décisions techniques et puis leurs conséquences pour la société. Enfin, ça a assez bien marché pendant une assez longue période. Et puis là, c'est en train de se casser un peu la figure. Là, on est tous conscients que voilà, les solutions qui ont été élaborées jusqu'à maintenant ne sont pas les bonnes. On nous les a vendues comme ça, mais c'est pas optimal. Et donc, il y a des failles qui se mettent en place dans cette croyance un peu anonyme, dans l'autorité au sens large du terme, qu'elle soit politique, qu'elle soit juridique, qu'elle soit scientifique. Et là, on voit que aussi avec les nouveaux moyens de prise d'information, cette brèche, tout d'un coup, lorsqu'on s'y plonge, ça ouvre sur un univers de propositions assez surprenantes, comme vous le disiez, mais où les individus se trouvent un peu pris au dépourvu. Si vous n'êtes pas entraîné, si vous n'avez pas une certaine familiarité avec ces autorités, si vous voulez. Par exemple, si vous n'êtes pas... j'ai vu ça notamment dans le cas du Covid. C'était impressionnant de voir à quel point les opinions des gens avec des parcours de vie très similaires, des formations très similaires, les opinions pouvaient être très différentes si vous aviez dans votre famille, par exemple, un médecin, je dirais un médecin classique, qui mettait en avant l'efficacité du vaccin, ou si au contraire, vous n'aviez pas ce lien direct avec une personne d'autorité, si vous voulez. Et donc, on est en train de revenir à cette idée que on fait confiance à partir du moment où, d'une certaine façon, on connaît une personne, on sait qu'on peut lui faire confiance, et on va pas l'accorder dans le vide. Il y a là quelque chose qui s'est produit. Et je sais pas comment on va s'en sortir par rapport à ce genre de situation. Mais alors, du coup, oui, dans cette faille, c'est propagé toutes sortes de théories où là, les gens peuvent faire, c'est ça peut-être une des caractéristiques des théories qu'on peut rencontrer, c'est que les gens peuvent suivre, si vous voulez. Vous pouvez, avec votre intuition, comme on le disait tout à l'heure,
vous pouvez faire une bonne partie du chemin avec la personne qui vous propose une théorie étrange. Vous pouvez aller pas par pas. Vous dites, ah oui, tiens, c'est vrai, ah, puis ça, puis oui, puis ça, puis ça. Et vous arrivez à suivre assez loin et à avoir ces espèces de signaux internes qui vous font des sortes de check. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et puis petit à petit, vous arrivez à une conclusion auquel vous attendiez pas forcément du tout au départ, mais vous avez l'impression d'avoir pu faire le cheminement vous-même et donc d'avoir ce sentiment un peu étrange vu les propositions, comme vous disiez parfois, mais d'avoir relativement confiance en ce qui est dit. Alors que dans le cas des propositions qui, elles, relèvent des autorités avec une longue histoire scientifique, des labos, des formules hyper compliquées, vous devez abandonner tout de suite. Vous pouvez pas faire le parcours vous-même. Vous êtes obligé de vous en référer à d'autres. Et du coup, on retombe sur cette question de la confiance. Alors, comment on fait pour pas se faire avoir par ses croyances et quand on est embourbé, effectivement, dans ces mécanismes et c'est l'environnement tel qu'on a connu récemment? Ah, si j'avais C'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est clair, si j'avais la baguette magique, hein, je le dirais pas ici, je le vendrais très cher, mais je pense peut-être très. Quelle qualité peut-être un peu naïvement, je dirais. Ouais. Souvent on dit oui, l'esprit, le sens critique. Je sais plus très bien ce que ça veut dire, mais par contre, cette espèce de ouverture, hein, pour le dire un petit peu naïvement, on le disait tout à l'heure, on a tendance toujours à considérer ceux qui ne pensent pas comme nous comme pensant faux, comme étant dans le monde des croyances, la démocratie des crédules, ou je ne sais quelle formule utiliser, de se dire que allons voir de plus près. Et je ne sais pas si c'est mon esprit helvétique, mais dans le livre aussi, vous avez sans doute remarqué, j'ai beaucoup de peine à condamner totalement une option théorique. Je me dis, mais si les gens ont réfléchi aussi longtemps, s'ils ont pensé à ça, s'ils ont été convaincus, même si c'est pas juste, il doit y avoir quelque chose qu'on peut retirer. Plutôt que de construire contre, comme on a tendance un petit peu à le faire souvent, de se dire, tiens, essayons de construire avec, un peu comme cet anthropologue Hochschild qui a été dans le sud des États-Unis et puis qui s'est dit, mais ces gens, ils pensent pas du tout comme moi, mais plutôt de continuer à les regarder depuis mon bureau de Berkeley, allons habiter là-bas et puis discuter avec eux. Et elle est revenue transformée. Et je me dis que peut-être qu'une des manières, alors c'est très banal, hein, mais c'est de se dire, de dire, tiens, faisons cet exercice, presque comme un exercice prophylactique, de se plonger dans la pensée de quelqu'un qui pense pas comme nous, de temps en temps, et puis se dire, tiens, qu'est-ce qu'il voit, lui, depuis son point de vue? Et ça nous aide peut-être à nous désembourber un tout petit peu, comme vous le dites tout à l'heure. Ça va pas forcément nous changer d'emblée, mais c'est possible que ça, à la longue, ça nous rende un peu plus flexibles et plus aptes à disons, enlever un tout petit peu, à frotter un peu ces traces de boue là qui se collent à nos chaussures. Alors, quid de nos croyances, les croyances dévalorisantes qu'on porte sur nous-mêmes? Comment on fait pour les détecter et pour s'en débarrasser? Ouh là là, alors là, je suis pas thérapeute, hein, mais elles sont souvent liées à des sortes de mécanismes de cycle et de renforcement. On parlait tout à l'heure de ces marqueurs somatiques. Moi, la lecture de Damasio m'a beaucoup marqué de ce point de vue-là, parce que c'est assez extraordinaire de se dire qu'en fait, on a des mécanismes qui vont vous permettre d'étiqueter certaines expériences comme négatives, positives, avant même de les revivre en quelque sorte. Vous les avez vécues à un moment donné, elles laissent une trace, et cette trace, c'est comme un de ces petits cailloux, du petit poussé, la trace, elle va vous faire avancer en quelque sorte très rapidement vers la solution, sans même que vous ayez à la repenser. Et donc, vous allez rester potentiellement au bout de bord de votre chemin en disant « Oh non, je ne vais pas aller dans cette direction », même sans vous le dire, quoi, ça va se passer comme ça. Et il me semble qu'en réfléchissant à ça, donc c'est encore une fois, j'ai aucune solution miracle, et je pense qu'il y a là toute une série de gens qui réfléchissent à ces questions, sur la méditation, sur le fait d'arriver justement à retrouver ces petits cailloux là, et à se dire, dans le fond, ce petit caillou, il a été mis à quel moment? Qu'est-ce qui m'empêche de faire? Est-ce que peut-être que maintenant je pourrais faire ce chemin, je pourrais aller plus loin, je pourrais aller un pas de plus? Et là, je veux dire, il y a dans la littérature, dans les thérapies, il me semble qu'on touche là une sorte d'intuition assez profonde. Chez Kafka, ce gars dans le château qui reste coincé chaque fois à l'entrée du château parce qu'il dit « j'arriverai jamais à passer la première porte, il y a un garde, etc. » Et en fait, il aurait pu pousser la porte, mais toute sa vie, il reste coincé devant la première. Et je pense qu'il y a des situations un petit peu comme ça. Comment est-ce qu'on peut le faire concrètement? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Oui, en freinant peut-être un peu cette espèce d'excitation permanente qui fait qu'on remplit tout le temps les mêmes
les mêmes cases, quoi, puis se dire, bon, bah tiens, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est cette case que j'ai envie de remplir? Puis après, comme vous le disiez dans votre introduction, c'est un apprentissage qui dure toute notre vie. Je pense on n'est pas, c'est quelque chose qu'on apprend un peu sur le tas. Je suis pas sûr qu'il y ait une solution parfaite. Alors, vous êtes papa de 2 petites filles? Oui, elles sont moins petites maintenant, hein, ça pousse. Comment les avez-vous accompagnées ou les accompagnez-vous sur la façon dont apprivoiser ces croyances? Alors, peut-être ce qu'il faut dire tout de suite, et ça c'est de nouveau une sorte d'évidence, mais qui est parfois laissée un peu dans l'ombre, c'est que dans la plupart des situations, on n'est pas seul, on est 2, et que c'est pas rien en fait d'avoir 2 points de vue, 2 manières de réagir, etc. J'avais par exemple, pour répondre à votre question, tendance à jouer pas mal de l'ironie, etc. Et ma compagne n'était pas tout à fait convaincue, parce qu'il y a quand même si vous jouez trop avec l'ironie, il y a certains engagements tout d'un coup que vous remettez un peu en question sous un mode humoristique, mais il y a des moments dans le développement où il faut être engagé totalement, il faut être pris totalement dans un certain type d'activité pour bien la maîtriser et pas avoir systématiquement ce petit écart. Donc déjà on est 2, donc ça c'est déjà une chose importante. Et puis après, honnêtement, je suis pas sûr que toutes les recherches que j'ai faites ont pu servir à grand chose. Mais pour vous donner une anecdote, on a fait un voyage en famille l'été passé aux États-Unis. Et puis on a été visiter le musée des Mormons, qui est un très très grand musée à l'américaine, extraordinairement kitsch, où il y a des hologrammes qui racontent comment le prophète a été contacté, etc. Et là, je me suis dit, on a quand même pas si mal réussi, parce que mes 2 filles, elles regardaient ça, elles pouvaient pas y croire qu'on puisse croire à des choses comme ça. Et à côté d'elles, il y avait des gens qui étaient en larmes, d'émotion devant ce qui était raconté. Et je me suis dit, là, il y a quand même cette distance qu'on a quand même réussi à créer, mais la crainte toujours, c'est d'en mettre trop, quoi, et puis de perdre un peu ce côté émerveillement dont on a besoin, quoi. Sans l'émerveillement, tout est en noir et blanc. Donc c'est très compliqué, je trouve, comme équilibre, hein, d'avoir cette distance par rapport à des formes d'engagement total qui peuvent être enfermantes, quoi, qui peuvent dire nous on a raison, les autres ont tort. Et puis en même temps de se dire nos engagements ils valent quelque chose, quoi. Ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de se lever ce matin, ça vaut le coup de s'investir. Mais là encore, hein, si j'avais la baguette magique, hein. Alors, quel livre a bouleversé votre pratique ou vos croyances? J'ai le droit à un pluriel ou c'est un livre singulier? Ah non, vous avez le droit à un pluriel, oui, tout à fait. Un pluriel, je pense quand même qu'il y en a plusieurs, mais la distinction de Pierre Bourdieu, ça a été quand même la révolution. C'est dans mes strates de représentation tenue pour vrai, c'est ce 2e niveau, c'est ces schèmes sociaux qui se mettent en place dans notre parcours de socialisation, qui sont la plupart du temps complètement transparents. Ils sont pas opaques, ils sont transparents. Mais ils nous font voir les choses d'une certaine façon, sans qu'on ait aucune prise la plupart du temps sur eux. Et ça m'a vraiment, bouleversé, quoi, je dois dire. Et puis le symbolisme en général de Dan Sperber, qui justement revenait sur cette idée de les gens ne croient pas à tout de la même façon qu'on croit qu'il va pleuvoir demain. On a affaire à ce qu'on dit tout à l'heure, ces croyances entre guillemets. Il y a énormément de choses qu'on considère comme vraies en tant que proposition, en tant qu'énoncé, parce qu'on a confiance dans une personne d'autorité. Puis je pense que les derniers, ce serait c'est les livres de Daniel Dennett, le philosophe, notamment ses livres sur la conscience, où pour la première fois, je me suis rendu compte qu'on pouvait être philosophe et grand lecteur des découvertes des sciences empiriques. Qu'on pouvait faire dialoguer, qu'on avait le droit, que le philosophe, il n'était pas coincé dans son fauteuil à plonger dans son fort intérieur et dans ses livres à réveiller les ancêtres au quotidien pour leur faire jaillir des idées. Non, il pouvait aller lire de la science et qu'il était utile parce qu'il pouvait donner une sorte de traduction des découvertes scientifiques dans des termes qui parlent à tout le monde.
Et j'espère que j'ai vaguement réussi à faire ça dans le livre, parce que c'était vraiment un des objectifs, se dire profitons de toutes ces recherches pour essayer de se faire une meilleure idée de ce que l'on est en tant qu'être humain. Et du coup, c'est de l'anthropologie, quoi. Alors, vous parlez des schèmes sociaux, effectivement, dans votre livre. De quoi s'agit-il pour les auditeurs, ceux qui nous écoutent ? Les schèmes sociaux, c'est aussi des sortes d'attentes, si vous voulez. C'est des systèmes qui sont installés dans votre cerveau, alors aujourd'hui, avec un certain nombre de collègues, on pense qu'il s'agit de quelque chose de l'ordre de scénariotypes, des sortes de scripts, si vous voulez, qui font que la réalité dans laquelle vous vous installez, notamment la réalité sociale, elle suit un certain nombre de ces scripts et vous vous inscrivez comme un acteur qui connaît parfaitement son rôle, en fait. Vous allez vous fondre dans cette manière de faire de façon très automatique. Alors, c'est pas automatique d'emblée, ça s'apprend. Ça s'apprend aussi parce qu'on est très doué, comme j'ai dit tout à l'heure, pour imiter les autres, etc. Et ça passe par des choses extrêmement banales, les façons de se tenir, les façons de parler, les façons de concevoir l'éducation. Ça va d'une chose extrêmement simple à des choses extraordinairement complexes. Mais ce qui est en commun, c'est que c'est propre à votre groupe, souvent votre groupe d'appartenance, et ça se met en place de façon très largement automatique. Vous avez peu de retrait par rapport à ces manières un peu automatisées, si vous voulez, de vous comporter et de percevoir les choses. Donc c'est très... Comme vous disiez, les livres qui vous ont marqué, c'est vraiment ce premier livre. C'est tout d'un coup, vous avez cette impression, en lisant le livre, que des choses qui pour vous étaient des choses très personnelles, en fait, sont des produits d'une inscription sociale bien particulière. Donc, c'est dans le livre, vous vous sentez par moments comme absorbé par ces schémas statistiques, et vous vous retrouvez dans une ère où vous allez aimer tel type de lecture, tel type de sport, tel type de journaux, etc. Et vous apercevez qu'en fait, cette chose-là que vous croyez être extrêmement personnelle, elle est partagée par les gens qui ont le même type de ce que Bourdieu appelait des capitaux culturels, des capitaux économiques, etc. Et ça, c'était bouleversant parce que ça, il y a un aspect un peu déterminant. Vous dites, oulala, en fait, la position, les goûts que j'ai, cette chose que je pensais être très, très personnelle, en fait, c'est le produit d'une trajectoire sociale. Et ça, je trouve que c'est quand même... La première fois qu'en tant qu'étudiant, vous lisez ça, vous devenez insupportable. Vous avez l'impression d'avoir tout découvert et que les autres sont dans l'erreur et dans l'obscurité, quoi. Et vous êtes... Mais presque tous les étudiants de deuxième année de sociologie sont insupportables parce qu'ils ont lu Bourdieu. À partir de quand ça s'apaise ? Il y en a qui sont encore coincés dedans. Alors, en quoi croyez-vous ? Ouh là là, des buts en blanc, quoi, je crois... Mais je crois que ça vaut le coup, quoi. Que je crois que ça vaut le coup de réfléchir, ça vaut le coup de s'engager, ça vaut le coup de... j'ai envie de vous répondre en faisant une pirouette, ça vaut le coup d'y croire, quoi. Ça vaut le coup d'y croire au sens où, de toute façon, on est coincé là, quoi, pendant un moment, et donc faisons au mieux, quoi. Et de faire au mieux, c'est de jouer sur ces... justement, de revenir à ces marqueurs somatiques, de voir, alors, il y a des choses qui sont très douloureuses, de comprendre pourquoi, puis il y a d'autres choses qui nous font très plaisir, pourquoi, tant que ça empiète pas sur le bien-être des autres, pourquoi pas les développer plus, pourquoi pas, si vous êtes fan de bricolage ou je ne sais quoi, pourquoi pas bosser un peu moins, ça va pas, dites ça à personne, mais aux patrons vont peut-être même pas s'en apercevoir, mais ils vont avoir un employé ou une employée qui est de bonne humeur, qui travaille mieux, même en travaillant entre guillemets moins, parce qu'elle va justement s'énergiser avec ces choses qu'elle aime faire. Et parfois, je pense qu'on se met un peu des barrières en se disant, mais non, ça c'est pas sérieux, ça c'est pas quelque chose qui va participer à ma réussite professionnelle ou je ne sais quoi. Et ça, c'est des pièges. Je pense que c'est vraiment des pièges, mais souvent, on met longtemps à s'en apercevoir. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Il y a plein de choses qui sont... Le fait déjà qu'on se pose ce type de questions ensemble, je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est quand même... là, notre espèce a plein de défauts. Hein. On voit bien dans l'état dans lequel le monde se trouve actuellement, mais on a quand même cette capacité d'émerveillement et se dire c'est quand même fou en entendant cette expression, c'est quand même dingue quoi, ce qui m'est arrivé, ce que l'on vit, etc. Et ça c'est très précieux. Il se trouve qu'on est fabriqué comme ça et que encore une fois ça vaut la peine de développer ce genre de choses, ça vaut la peine de développer ce côté passionnel quoi qui nous habite parce que voilà c'est ça qui nous fait avoir du plaisir d'être là et qui j'espère rend aussi ce plaisir à d'autres quoi. Je pense que l'enthousiasme qu'on peut trouver dans une activité, il peut être contagieux. On voit ça dans des équipes de travail, etc.
Alors voilà, les gens qui ont cette chance, parce que c'est aussi une chance, hein, il peut y avoir tellement de bugs dans ce système qui est en équilibre toujours instable. Eh bien voilà, les gens qui ont cette énergie, il faut les encourager, il faut pas les écrabouiller, il faut en profiter, il faut s'en inspirer, il faut aller comme en vélo, quoi. Il faut prendre leur aspiration, quoi. Sucer la roue. Voilà, mais pas les écrabouiller trop vite. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui? Ouais, quand même, l'état du monde, quoi. C'est vrai, là, on parlait de la nouvelle génération, c'est vrai que ça me... Alors, j'essaie de pas paniquer, franchement, mais il y a un côté un peu paniquant. Et ça se voit maintenant, ça se voit au quotidien. Ce qui a d'effrayant, c'est ce côté à la fois lent et inéluctable. Hein. Tous les discours le disent, même si on agit très vite, ça va continuer à se réchauffer, ça va continuer. Et voilà, il y a un côté un peu paniquant parce qu'on se dit même si on réagit très fortement, il va quand même y avoir des conséquences. Et puis, il faut quand même qu'on réagisse très vite. Donc, on est pris comme ça dans une situation qui est, je trouve, assez difficile à vivre parce que on se dit même en s'escrimant nuit et jour, il va quand même y avoir des conséquences. Donc, que faire, quoi? Je trouve que là, on est un peu dans une situation assez angoissante. Et puis, alors, il faut avouer, là, de nouveau, il y a beaucoup de gens qui critiquent les jeunes en disant ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup d'entre eux qui sont formidables, quoi, qui ont cette pêche et qui se disent non, on va y arriver. Donc voilà, prenons leur roue, quoi. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Le sport, beaucoup. J'avoue que le sport, mais le sport dans la nature, des très longs sports d'endurance. Hein, j'espère qu'on en parlait tout à l'heure. J'espère que ça va déboucher sur le prochain livre. Hein, cette question, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on fait des longs efforts dans des environnements naturels assez inhospitaliers a priori? Quel type alors aussi bien dans une perspective naturaliste, aussi bien à des niveaux biologiques, à des niveaux hormonaux, que au niveau d'une ouverture au monde et aux autres d'ailleurs, se produisent. Et puis essayer de répondre un peu à cette énigme de pourquoi on fait des choses gratuites, en fait. C'est un petit peu cette question de la gratuité au sens où il n'y a pas forcément un bénéfice immédiat, ce qui, pour des biologistes, est presque inimaginable, quoi. Quand on vous parle avec des biologistes, il y a toujours l'adaptation, le fitness, et tout comportement, même un comportement altruiste, doit avoir une récompense. Alors, c'est vrai, mais en même temps, on a l'impression que nous autres humains, on fait beaucoup de choses inutiles, en tout cas qui débouchent pas sur un gain immédiat, mesurable, mais qu'en fait, c'est un petit peu notre marque de fabrique en tant qu'être humain, quoi. C'est sûr que moi qui pratique la course à pied, je trouve que la course à pied, c'est bien plus qu'un exercice physique. Absolument. Alors, votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien? Là, vous me foutez une colle, je ne sais pas si j'en ai une. Donc là, il y a une longue pause, hein, si jamais, pour ceux qui sont... C'est normal, c'est pas votre ordinateur qui est tombé en panne. Une phrase ou un mot qui vient à vous naturellement quand vous en avez besoin. Ça peut être vraiment... je sais pas sûr qu'il y en a... je pense que c'est quelque chose qui a un lien avec une sorte de réinstaller volontairement une forme d'optimisme. Donc c'est quelque chose du genre ça va aller, quoi. C'est quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas si c'est exactement cette forme, mais j'ai une tante qui est décédée récemment, j'étais très proche d'elle et puis c'est ce qu'elle nous a dit en partant, donc ça va aller. Eh bien, merci Fabrice. Merci à vous. Où que nous en soyons dans nos croyances, on peut estimer qu'une croyance est bonne selon deux conditions. D'une part, elle nous aide à traverser les peines de ce monde, et d'autre part, elle nous aide à rester cohérents avec nous-mêmes, sans heurter le bien-être des autres. Il revient à chaque parent de transmettre ce type de croyance à son enfant en le mettant, par exemple, au contact de livres qui l'aideront à se construire de bonnes histoires, comme celles qui font s'évaporer les peurs et taire les soucis, ou encore celles qui inspirent une vie bonne et heureuse. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyouu.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.